C'est vrai que je suis Marseillais, c'est vrai, je ne peux pas le nier. Peut-être de temps en temps, vous verrez un peu l'accent qui part, mais j'essaie de me contrôler au maximum. C'est quand je suis énervé, là, je ne vais pas être énervé. Donc, et c'est vrai que quand Julien m'a dit qu'il voulait m'inviter pour faire la keynote à France API, au Parc des Princes, j'ai trouvé qu'il ne manquait pas d'humour, ce garçon. Il n'en manque pas. Je l'ai trouvé aussi un peu cruel, quoi, quelque part. Alors, j'anticipais pas, d'ailleurs, parce que ça s'est fait quand même il y a 3 mois, quoi, ou 2 mois. J'anticipais pas tous beans, quoi, mais je me suis dit, bon, finalement, il veut faire la blague à jamais les premiers, plus jamais les premiers. Et peut-être dans une analogie avec les API, puis l'IA, je lui dis, il y a quelque chose. J'en arrive à la conclusion que c'était simplement très cruel de ta part. Voilà. Qu'il n'y avait rien d'autre à aller chercher derrière ça. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Parce que je ne suis pas un spécialiste de l'API, quoi, enfin, ou des API. Hein. C'est un sujet que je traite depuis plusieurs années. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours vite fait, mais bon, je vais essayer de donner un angle un peu holistique à l'affaire. Alors je parle doucement parce que j'ai une crève. Alors pour 2 raisons. Si je parle trop vite, je vais tousser. Puis il va falloir évacuer 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. Parce que si je continue à parler, ça va être... je vais essayer de prendre un petit peu d'élan. Bon, alors juste pour me présenter rapidement, je suis Jean-Michel Garcia. Je suis le groupe CTO de BNP Paribas. Donc j'ai en charge l'ensemble de la production informatique de ce groupe. Que ce soit les infrastructures, voilà, full-fledged, la production des applications et la production de la sécurité. Voilà. J'ai passé à peu près 20 ans dans les salles de marché ou dans les banques d'investissement. Et puis j'ai rejoint le groupe en tant que CTO en fin 2019. Voilà. Et ça fait maintenant 5-6 ans que j'opère dans ce rôle, quoi. Et j'ai eu pas mal de sujets autour des API, voilà, tout au long de ma carrière, qui malheureusement est de moins en moins courte. Voilà. Il y a 10 ans, je pense, on avait fait une présentation avec Julien, qui est en face de moi, qui avait un titre un peu renversé par rapport au titre qu'on a vu là, ou qu'on pourrait imaginer, qui était un titre l'AI pour les API. C'était rigolo. J'ai élaboré un concept vaseux à l'époque déjà, qui n'a pas beaucoup pris finalement, mais qui posait un problème assez évident quand même à l'époque. C'était c'est super, on va créer des milliers d'API, mais on ne va pas s'en sortir parce que réussir à les trouver dans le système d'information, si on sort de la ligne, si on sort du bout d'équipe qui connaît cette API-là, bah, on n'en fera rien. Et donc moi, j'imaginais finalement une API qui allait un petit peu s'auto-découvrir et réussir à extracter du sens et d'assembler du sens. Bon, ça n'a pas pris. Je n'ai pas de problème là-dessus, hein, bien évidemment. Mais ce que je trouve rigolo dans cette affaire d'IA et d'API, ou d'API d'IA, ça dépend dans quel sens on le prend, c'est que finalement, ça soit l'IA de nouveau qui révèle et qui mette en lumière un peu cette expertise d'API, ce savoir-faire et cette longue histoire de l'API, que je vais essayer de rapidement vous rappeler. Vous la connaissez certainement mieux que moi, mais je vais essayer de la mettre un peu en correspondance et l'inscrire dans la dynamique actuelle. Mais pourquoi c'est rigolo, c'est que finalement l'IA a aussi connu des hivers. Alors moi je dis que les API ont connu des hivers, je vais à peu près vous les donner. Mais l'IA a connu de grands hivers, et puis bah, ça s'est réchauffé, et puis ça s'est débloqué, et puis ça relance. Et là, on est en plein été, là, vous voyez, c'est la canicule, là. Ça chauffe, ça surchauffe presque. Alors pourquoi je vous dis que les API ont connu un peu des hivers aussi? Donc vous vous rappelez tous des hivers de l'IA, hein, qui sont les années 90, fin des années 70, 2080, ça remarche bien, on fait les modèles experts, beaucoup d'argent sur les modèles experts, vraiment quelque chose de très puissant, les modèles experts.
Et puis, vous avez tout ce qui est voilà, les réseaux de neurones qui arrivent. Et puis, une panne mi-90, quoi. Une panne générale, pas de débouché, pas de capacité de calcul, un manque d'alimentation ou de débouchés dans l'écosystème, quoi. Et puis, bah, ça repart. Et puis, les chercheurs, bah, ils repartent là où ils sont. Moi, mon frère est chercheur en IA depuis 30 ans. Bon, bah, voilà, il a fallu qu'il achète des pulls à cette époque-là. Franchement, il faisait très froid, quoi. Très froid. Déjà que les chercheurs, il faut toujours qu'ils achètent des pulls parce qu'ils ont quand même, ils sont pas très chauffés, quoi. Le chercheur n'est pas très chauffé, de manière générale. Bah, l'IA, c'est un peu les API, ça a quand même un peu dans des manières différentes et peut-être des profondeurs différentes ou des chaos différents. Ça n'a jamais arrêté de progresser, mais il s'est quand même passé ça. Les premières API programmables, elles se sont faites vraiment de manière très dans un mode de développement programmé. Là, on programmait vraiment. Et là, le P, il était hyper important, en fait, quelque part. Moins que le I après ou les applications. Vous voyez, mais d'ailleurs, je pense que c'est rigolo, c'est que l'histoire des API, c'est l'histoire des lettres qui composent le mot API. Vous voyez, et donc, au début, c'était très programmable. C'est devenu, vous voyez, comme des circuits imprimés. Ouais, il fallait que les mecs, d'une application à une autre, ils essayaient de connecter, ils avaient un formatage. C'était plus pour réussir à faire parler deux blocs qui ne se parlaient pas, mais il n'y avait pas de généralisation globale du système. Et après, peu à peu, le système distribué, les systèmes open, on s'est dit, bon, bah, il faut ouvrir les protocoles réseau aidant. C'était la révolution aussi télécom à ce moment-là. Les protocoles réseau aidant, on s'est dit, bah, ça serait pas mal de faire marcher des applications de manière native, bloc à bloc. Et on est arrivé sur, non pas des interfaces au début, mais des protocoles d'interconnexion. Alors moi, je viens du monde des télécoms, hein, donc je suis plutôt très branché protocole, voilà. Bon, j'étais très spécialisé, j'étais en salle de marché, ils étaient très spécialisés sur Corba. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de Corba. Ça fait un peu vieux de dire Corba, mais c'est intéressant, Corba. Et avec le protocole Corba, IOP, voilà, super protocole, incompréhensible. Dès qu'il y avait un problème à débugger, c'était un enfer. Et c'était pas des portes, c'était vraiment un truc posé au milieu qui reliait, donc c'était une sorte de bridge protocolaire, quoi, quelque part. Ça, à l'époque, à un moment donné, pas autant que maintenant, hein, il y avait beaucoup moins d'amplification de tous les sujets technologiques, mais c'était vraiment le truc à la mode, quoi. Vraiment, c'était presque l'avenir de l'IT. Hein. Enfin, faut voir ça quand même. Et puis un jour, bah, les experts ont arrêté d'être experts, ils sont passés sur autre chose. Les écoles n'ont pas formé, les boîtes tech, elles sont passées à autre chose aussi. Il y a eu beaucoup d'emphase mise sur la révolution Internet avec les protocoles HTTP. Donc, une autre manière de voir l'informatique à ce moment-là. Et premier hiver des API. Honnêtement, voilà, le truc, il est tombé. Voilà. Il y a eu un petit réveil, un sursaut. Et puis est arrivé l'EAI. Voilà, l'EAI. Deuxième révolution. Alors là, c'est pas une interconnexion par protocole, c'est une interconnexion par process. Je reviendrai à la fin sur ce terme process dans la révolution actuelle, hein, mais c'est interconnexion par process avec beaucoup de systèmes distribués, des interfaces, mais des policy business. Moi, j'ai eu à mettre en place le AI TIBCO. Voilà. À l'époque, c'était un Italien qui nous mettait ça en place. Voilà, je faisais des blagues. À l'époque, on pouvait faire des blagues un peu sur les nationalités. Je lui ai dit que ton EAI, c'était vraiment un plat de spaghettis, quoi. On ne comprenait rien à la fin, à l'EAI. Mais rien. Et c'était tellement compliqué qu'à débugger, c'était un enfer. En plus, vous aviez une couche multicast en dessous, hein, donc ça partait dans tous les sens. Le mapping entre les besoins métiers, process et les règles et l'implémentation des règles fait que vous deviez tout savoir. C'était du codage de règles. Ce n'est pas du codage d'API, c'était du codage de règles. Mais à l'échelle, ça ne tient pas. À l'échelle d'un système d'information, à l'échelle d'une banque de mon côté ou de banque d'investissement, c'est infaisable. Et donc, bah, l'EAI, peu à peu,
Deuxième grosse déception, mais qui n'a pas connu d'hiver. On a changé de saison. Et beaucoup de gens qui venaient de AI, on se sont dit, bon, maintenant, il va falloir peut-être faire quelque chose de plus simple, moins ambitieux, mais plus standardisé. Et puis, je pense que là, les premiers formats API sont arrivés. Et là, le marché s'est tourné vers le I, vers l'interface. Voilà, on s'est dit, bon, alors, on n'est quand même pas con. C'est simple à faire une interface. Je ne dis pas que c'est le métier de l'API, simple, hein, mais c'est pas très compliqué à faire les API, pour peu qu'elles soient standardisées, qu'on parle à peu près le même langage. Il y a eu beaucoup d'évolutions aussi sur la standardisation des langages et le fait de les auto-décrire. Donc tout ça, ça a avancé et on est arrivé sur cette API. Et là, c'est tombé bingo avec la transformation digitale. Et là, vous avez eu votre plus belle période quelque part. La transformation digitale, APIisation à marche forcée, beaucoup de systèmes d'API qui arrivent, presque autant qu'il y a de vendeurs là. Donc chaque métier, chaque département avait sa plateforme API, fabriquait ses API. On était scoré ou on était invité à avoir beaucoup d'API parce que c'était ça qui faisait qu'on était très en avance sur le marché. Et donc on a connu un peu un moment, je pourrais dire similaire au moment actuel, c'est-à-dire une vague d'optimisme sur une révolution en cours. Et l'idée que rien ne sera plus du tout pareil après qu'avant. Et c'est là que j'insère le deuxième hiver. Alors, c'est pas un méchant hiver, c'est un hiver doux, hein, mais c'est que vous prenez la période 2015-2020, beaucoup d'excitation, des vrais métiers qui se créent grâce aux API. Voilà, je pense que le B2B, le B2B2C a explosé grâce aux API, mais c'est une portion limitée de l'ensemble des entreprises et des systèmes d'information des entreprises. Et moi, je ne sais pas si vos compagnies, c'est comme la mienne, mais APIser BNP Paribas, ça a été compliqué et on s'est essoufflé au fur et à mesure. On n'a pas eu tout le temps un plan global, un plan qui allait fonctionnaliser notre système d'information, nos business, en un set d'API. Il y a eu un peu une course à l'échalote autour de ça. Au même moment, si vous vous rappelez, il y avait toute cette histoire sur le data, le big data, encore une fois, qui a fait beaucoup avancer, notamment sur tout ce qui était analytics et les premières implémentations d'IA en 2015, parce qu'il y en avait quand même, hein, enfin, on n'a pas découvert l'IA maintenant. Hein. Mais ces grosses plateformes de big data manquaient un peu de circulation. Vous voyez ça? C'est un cul-de-sac un peu tout ça. Vous voyez, et même les API, c'est des cul-de-sac à la fin. Vous voyez, on est retrouvé, on avait une API pour une fonction, il fallait la décrire, vous aviez des honneurs. Elles étaient très peu partageables. Moi, j'ai essayé de faire une marketplace d'API. Julien, il essaye aussi. Hein. Tous les ans, on lui redonne le même objectif. Mais... Non, mais je t'en donne d'autres, comme ça compense ceux que tu rates. Hein. Je veux dire, sinon, c'est trop dur. Quoi. C'est un peu comme la grenadine avec l'eau. Quoi. On en remet un petit peu. Mais c'est hyper difficile. Enfin, je veux dire, puis on combat le nombre, patati. Et donc, est venu un moment donné de la pause, mais la pause où on a tous travaillé, mais en silence. Donc, avant, on faisait quand même beaucoup de bruit. Voilà. Mais là, on a travaillé en silence. Et on a fait 2 choses ou 3 choses qui étaient absolument essentielles. On s'est industrialisé. Donc on a commencé à dire, bon, on a 15 plateformes dans les compagnies, là. Peut-être un peu beaucoup, on va peut-être régionaliser. On va peut-être quand même prendre un vendeur, allez, max 2 vendeurs si personne n'est d'accord. Mais voilà, on va pas non plus essayer de continuer ce chaos, quoi. On va essayer de créer un framework de développement unifié, ce qu'on appelait chez nous API First. Je pense que presque tout le monde l'a appelé comme ça, à un moment donné. Et on a avancé comme ça, on a, je dirais, industrialisé les plateformes. On a créé un service API. Finalement, et ce n'était pas le début de l'histoire. Vous voyez, les API, elles devaient être là pour révolutionner le système d'information, s'intégrer dans le système d'information. Et finalement, on l'a transformé, un peu un changement topologique, on l'a transformé en
en fonction du système d'information. Vous voyez, j'ai des fonctions de big data, ça aussi, ça a été transformé, mais j'ai des fonctions d'API, j'ai des fonctions de résilience, j'ai des fonctions de load balancing, j'ai des fonctions, on va dire, de base de données. C'est devenu un pilier de l'informatique, au sens, pour construire un système ou une application, j'ai besoin de ma fonction API, donc de ma gateway API, puisqu'on a consolidé tout ça, en essayant d'être le plus propre possible. On a bien évidemment nettoyé toutes les aspérités de risque et de sécurité. Voilà, on a séparé les passerelles internes, externes. J'espère que vous l'avez fait, parce que le jour où ça va taper à l'externe, ça tapera forcément à l'interne. Hein. Donc voilà, on a évité toutes les causes potentielles de DLP. Et on s'est lancé à une revue un peu holistique. Et là, on est tombé sur le problème que je citais dès le début. Qu'est-ce que c'est compliqué de lister toutes les API dans un groupe? Exposé externe, exposé interne. Et réussir à avoir une discovery, une auto-discovery, c'est un enfer sur Terre, quoi. Donc, tout ça, on l'a bien mis en place. Et on passait l'hiver au chaud, quoi, quelque part. Voilà, on passait l'hiver au chaud. Et on s'est amélioré tous collectivement. Et je pense qu'on est arrivé à un niveau de professionnalisme assez important et assez fort. Mais, on peut dire, Julien fait souvent des blagues, donc j'ose, on se faisait un peu chier quand même, quoi. C'était sympa, mais on aurait pu se voir encore. Et patatras, arrive l'IA nouvelle génération, générative. Bon, c'est pas, comment dire, il y a plein d'autres formes d'IA, on en a fait plein, on a déjà intégré plein, mais celle-là, elle explose et elle réaccélère le temps IT. Voilà, elle remet du dynamisme et elle remet de l'espoir et elle remet de l'ambition quelque part. Et donc, ça s'est accéléré en 2-3 ans. Alors, vous avez vu tous, vous avez été témoins, d'ailleurs, d'une métamorphose en continu de l'objet lui-même sur 1 an, 2 ans, 3 ans, où on parlait de ChatGPT, on parlait de prompt ingénieur, on parlait d'usine à prompt, on a parlé de RAG qui allait tout révolutionner, on a commencé à parler de graph, on a commencé à parler de knowledge graph, en disant qu'à chaque fois, la solution précédente, ça ne servait à rien, que finalement, prompter, c'était complètement nul, qu'il ne fallait surtout pas embaucher des ingénieurs de prompt parce qu'ils allaient s'embêter, ces gens-là, et que ce n'était pas ça, et qu'il fallait faire des usines, et puis qu'on allait se retrouver avec des centaines de milliers d'agents, puisque maintenant, l'avenir de l'humanité, c'est l'agentique. Voilà. Donc là, on est là. Je suis arrivé au temps présent, là. D'accord ? Donc là, on est là. Nous sommes les élus. Nous allons sauver l'humanité. Nous allons sauver l'humanité. Alors, pourquoi j'ai fait cette analogie avec le passé? C'est que pour moi, tout ça, ça se répète. Et ce qui va se passer avec l'agentique, c'est peu ou prou ce qui s'est passé pour les autres technologies. Et il faut se poser la question, où est-ce que nous, on s'insère là-dedans? C'est quoi notre sens? C'est quoi notre expérience? Et comment on peut bénéficier de tout ce qu'on a fait dans le passé? Déjà, je pense qu'il faut partir du principe et éviter peut-être l'erreur qu'on a faite collectivement à un moment donné avec les API. L'agentique, ce n'est pas une fin en soi. C'est une techno qui apparaît et peut-être qu'elle va connaître quelques disruptions, quelques changements, quelques adaptations, et puis peut-être qu'elle va connaître un temps creux parce que elle sera bloquée par quelque chose qui n'arrive pas à se faire aisément. Mais finalement, quand on parle d'agentique ou de tout autre, ce qu'on essaye de faire finalement, c'est de rendre nos compagnies plus intelligentes. En fait, moi, je ne crois pas à l'intelligence artificielle. Oui, je ne crois pas à l'intelligence synthétique. Il y a des bouts d'intelligence qui vont être créés par un tiers, mais il sera ajouté à l'intelligence que l'on recherche comme étant une intelligence intrinsèque de l'entreprise qui doit être distribuée, connectée et augmentée. Bon, je ne sais pas comment on mesure le QI d'une boîte. Je
pas s'il y a des benchmarks. Moi, personnellement, s'il y a un benchmark, je n'y participerai pas. J'ai jamais aimé ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller au-delà. Ce qu'on cherche, c'est réduire le temps futile de l'entreprise. C'est prendre une décision plus rapidement. C'est amener un conseil plus fort à des clients, des customers. Et donc, l'agentique, ça peut être un moyen. Mais, et là, je reviens à mes années protocolaires, l'agentique comment dire, c'est très très proche des premiers cas d'usage d'un EAI ou de certains systèmes experts. Donc revenez bien dans le passé et faites les analogies. Les analogies sont hyper importantes. Et vous vous retrouvez avec de l'agentique qui va être programmé pour l'instant. C'est super, vous avez plein d'agents, ils sont connectés à des LLM, ils sont connectés à des ressources. On va voir là où vous arrivez. Il me reste 4 minutes, donc je vais arriver. Peut-être j'aurai 2 minutes de plus. 2. Mais bon, vous avez ça. Mais ces choses-là, ça veut dire qu'il faut les décrire. Vous vous retrouvez avec un modèle qui va taper 8 classes d'agents, qui va taper potentiellement, ces classes d'agents ont des sous-agents, donc il va taper 50-60 agents. Le modèle, vous allez peut-être le programmer. À un moment donné, vous ne saurez plus le programmer. Et pour l'instant, le modèle, il ne raisonne pas tout seul. Il n'a aucun moyen, pour l'instant, de dire selon telle requête, à moins de la hacher menu par des petits mots qui vont dire si tu as tel petit mot, tu vas voir là-bas, tu vas voir tel MCP, tu vas voir tel MCP. Vous avez vu, j'ai mis 27 minutes pour prononcer MCP. Je pense. Et donc, c'est ça qui nous manque. Et si on pense que l'agentique, telle qu'elle est décrite maintenant, avec ses portes MCP, ou ses interfaces MCP, ou ses multiprises, va nous rendre intelligents, non, parce qu'on est obligé de programmer. Et le problème du programme, c'est qu'il va répliquer quelque chose qu'on a déjà implémenté, et qui s'appelle un process. Et souvent, le piège dans lequel on risque de tomber, c'est de programmer nos process. Et alors là, ça serait le pire, puisqu'on a eu les process qu'on a réussi à mettre en règle et en policies, mais il y avait un abstract de la programmation. Vous aviez la programmation, mais qui était une pure programmation qui ne dérivait pas d'un process. Maintenant, avec de l'agentique, vous risquez d'avoir les deux. Donc, il va falloir faire très, très attention à notre manière et notre design pour fabriquer les plateformes agentiques. Et c'est là où les API vont prendre tout leur sens, puisque vous arrivez déjà avec un savoir-faire, avec une expérience, de là où ça a marché, de là où ça n'a pas marché, et puis vous arrivez avec une vraie valeur. Alors, pourquoi j'ai une vraie valeur comparée à du MCP? Et j'en termine sur le protocole. Moi, j'ai lu le protocole MCP, vous voyez. Le protocole MCP, c'est quand même le plus débile du monde. Enfin, je veux dire, il n'y a rien dans ce protocole. Enfin, franchement, la seule nouveauté de ce protocole, c'est qu'il n'est pas idiot. Il crée quelque chose qu'il n'y avait pas dans les API. C'est-à-dire qu'il est autodécrit par rapport à ce qu'il y a derrière. Donc c'est comme vous arrivez sur une porte et vous dites, toc toc, avant il fallait faire toc toc, et puis de toute façon, si vous ne connaissiez pas la personne à l'intérieur, la porte ne s'ouvrait pas. Et vous ne saviez même pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Là, l'avantage, c'est que vous arrivez à la porte, avant de frapper, déjà on vous dit, voilà, là tu vas trouver tel bureau, tu vas trouver tel bureau, tel bureau. Donc c'est pas idiot quand même. Mais ça ne sert à rien, intrinsèquement. D'ailleurs, vous allez voir que il y aura peut-être des connexions agentiques, agent to agent, en se passant des MCP, ou alors on va descendre les MCP au plus bas, patati. L'API, elle est hyper intéressante parce qu'elle va muter, vous voyez, on pourrait même rajouter un C à l'API maintenant. Vous aviez les applications connectées, vous aviez la programmation de l'interconnexion de ces applications, vous aviez les interfaces. Mais tout à l'heure, je vous parlais de cul-de-sac. Et c'est vrai qu'à un moment donné, une API, ça a souvent été vu comme un cul-de-sac, c'est-à-dire j'ai un système qui circule, qui parle, et je vais voir une API, et pas que je tape dedans. Et c'était très orienté couple API / résultat data quand même. Là, l'API, vous allez devoir la mettre en correspondance par rapport à une capacité, un skill. Et ce skill, il est hyper valuable pour la boîte et pour le déploiement de l'IA à l'échelle. Et donc, vous, finalement, le back-end, ça peut être, l'image que je vais prendre, c'est le back-end, ça peut être
le neurone. Voilà, les LLM, c'est les neurones. Les API, c'est les synapses. C'est ce qui relie le vortex. Et donc, votre système d'information, c'est un système complexe. Au cœur de votre système d'information, vous allez devoir raisonner et mettre en place une circulation de raisonnement pour observer, prendre les bonnes actions, router de l'information, choisir le bon interlocuteur, changer d'avis. L'intelligence humaine, c'est le fait de changer d'avis. Et ça, les API, mises en circulation, mises en connexion, à travers des plateformes, vont vous amener ça. Vous amenez la sécurisation, vous allez peut-être amener l'authentification. Il y a un débat autour de l'authentification. Faites entendre votre voix sur l'authentification. Faites entendre votre voix sur la plateformisation, l'industrialisation, votre savoir-faire. Donc, ne vous faites pas déposséder de l'objet. Rentrez en plein dans cette histoire de l'IA. Ne soyez plus en cul-de-sac. Mais faites aussi preuve de sagesse. Voilà. Montrez que vous en avez connu des histoires qui ont mal fini et que vous avez, à votre niveau, la capacité à aider à déployer l'ensemble de l'IA au sein de l'entreprise. Voilà, c'était tout. J'ai plus de temps, c'est ça? Je suis à moins 24 secondes. C'est quand même... Merci.